Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle et aussi par le biais d'Internet. Juste vous préciser comment va se dérouler cette matinée. Dans un premier temps, nous aurons une introduction de notre matinée par Stéphane Bridel, qui est à mes côtés et président de Andéo. Ensuite, nous donnerons la parole à Guillaume Quercy afin qu'il présente l'étude. Puis, nous ouvrirons un temps d'échange avec évidemment les personnes présentes dans cette salle, mais aussi en fait avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas là, mais qui vont pouvoir suivre cette présentation en direct, puisque nous tentons, en ce qui nous concerne pour la première fois, cette forme de web conférence qui va permettre en fait à toutes les personnes qui veulent se connecter de pouvoir suivre en direct donc cette conférence et par ailleurs de pouvoir intervenir par le biais du chat. En fait, on pourra recevoir des questions, là également par l'intermédiaire des questions écrites par l'intermédiaire donc d'Internet. Et ceci afin de pouvoir nourrir un échange, une discussion après la présentation qu'aura fait Guillaume Quercy. Je termine en vous disant que nous avons reçu les excuses d'un certain nombre de personnes qui auraient souhaité être avec nous aujourd'hui. Nous avons des administrateurs ici de Andéo et je suis heureux évidemment qu'ils soient avec nous. Mais un certain nombre d'administrateurs se sont excusés. Un certain nombre de représentants de conseils généraux très intéressés par nos travaux, mais pour lesquels c'était difficile de faire un déplacement uniquement pour 1h30 de présentation, mais l'avantage de la méthode qu'on a mis en place leur permet de suivre. Également nos pôles ressources, également des services labellisés ayant participé ou concernés par ces travaux. L'Agence nationale des services à la personne également s'est excusée. Et puis, non, voilà, je crois que j'ai fait le tour des gens qu'il convenait d'excuser. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Stéphane Bridel, président de Andéo. Oui, merci, bonjour à tous. Un petit mot pour situer Andéo avant d'écouter les résultats de l'enquête, de l'étude, c'est ce qui est le plus important. Andéo a été créé en 2007 par les grandes associations du secteur et fédérations du secteur du handicap, avec un objectif, apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes handicapées à domicile, avec les meilleures prestations possibles. C'est sur cette base qu'a été créé un label, Cap Andéo. Le label n'a pas été créé en chambre, le label a été créé autour d'une 50aine d'organisations, de représentants du secteur à domicile, les représentants des associations, mais aussi les pouvoirs publics et les agences du domicile. Ce label donc a donné lieu donc à un référentiel, et c'est sur la base de ce référentiel qui aujourd'hui vit. Il y a près d'une centaine de structures labellisées. Et sur la base de ces structures labellisées a été faite cette étude qui nous ont fait remonter progressivement au cours de l'année passée les préoccupations, et notamment l'une des préoccupations majeures aujourd'hui, c'est le coût. Notre objectif, c'est que chacun puisse avoir accès à ces services, et notamment que l'argent ne soit pas un frein à un bon accompagnement des personnes handicapées. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a un reste à charge. Il y a une disparité au niveau des départements, avec une prise en charge qui est disparate au niveau des départements. Et nous allons mettre l'accent sur toutes ces disparités, et nous allons mettre l'accent surtout sur combien coûte une bonne prise en charge du handicap pour un bon accompagnement des personnes à domicile. Car notre objectif, c'est bel et bien l'accompagnement de la personne handicapée à domicile. Et donc toute cette étude va mettre le relief sur cette bonne prise en charge et le coût que représente ce bon accompagnement des personnes à domicile. Donc je laisse tout de suite la parole à Guillaume Quercy qui va nous présenter donc cette étude. Alors je vais me lever pour faciliter l'échange et la présentation avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on déroule la présentation étape par étape, parce que le sujet, il faut le reconnaître, est
un peu ardu. L'étude elle-même est assez complexe, donc on va essayer d'avancer tranquillement. D'abord, je vous rappellerai quelles ont été les questions qu'on s'est posées initialement, quelles problématiques nous avons eu à traiter. On regardera ensuite quelle méthode on a décidé d'utiliser pour évaluer ce coût des adaptations de la prestation de service à la personne au handicap. On regardera ensuite quelques données sur les services qui nous ont répondu pour bien comprendre ce qui compose l'échantillon de réponses que nous avons. Et puis on en viendra aux principaux résultats bien sûr. Il y a quelques préconisations techniques qui ont été introduites dans ce rapport. En termes de problématiques, on est d'abord parti des préoccupations des personnes en situation de handicap qui nous disaient oui, mais alors, avoir recours à un service prestataire, bien sûr, on en a besoin, mais on a une difficulté autour du prix. D'abord parce qu'on voit des prix très différents, et ensuite parce que très souvent, on a un reste à charge significatif à régler qui pose des difficultés pour accéder au service. On a donc un problème de ce côté-ci d'accès à l'offre. Et puis, ils nous disent aussi parfois, au-delà du prix et du reste à charge, des fois l'offre, elle n'existe pas. Alors évidemment, on s'est aussi tourné du côté des services prestataires qui, eux, nous ont dit plusieurs choses. Ils nous ont dit, oui, mais nous, la difficulté, c'est que s'adapter au handicap, ça a un coût. Et qu'aujourd'hui, ce coût, il n'est pas bien pris en compte. Par ailleurs, la demande elle-même, compte tenu du reste à charge qu'on est amené parfois à laisser aux personnes en situation de handicap, eh bien, les personnes ont du mal à pouvoir accéder à nos services. Donc un problème de pérennité autour de l'offre de services prestataires. Face à ces deux sujets, remontant et des personnes en situation de handicap et des services prestataires, on s'est posé la question de l'impact que pouvait avoir l'adaptation de la prestation de service à la personne au handicap sur le coût de la prestation. Voilà pour la problématique. Alors comment est-ce qu'on a raisonné et comment on s'est organisé pour essayer de répondre à cette question? D'abord, on a mis en place un groupe de travail, un groupe expert avec des responsables de services prestataires et qui ont d'abord réfléchi chacun un peu sur des méthodes d'évaluation et ont procédé à l'évaluation des coûts pour ceux qui les concernaient dans leur service. On a confronté les résultats et on s'est rapidement rendu compte que si on voulait avoir des résultats un peu probants, il fallait qu'on se mette d'accord sur le périmètre de charge qu'il allait falloir retenir, sur les règles de calcul qu'on pouvait déterminer pour évaluer le coût de chacune des caractéristiques particulières d'une prestation adaptée au handicap. Alors pour ce faire, les services, le groupe de travail a mis en place une enquête, une étude à partir d'une grille d'évaluation des coûts. Je vais évidemment vous détailler les éléments ensuite de son contenu. L'idée étant de pouvoir à la fois avoir une grille homogène, c'est-à-dire qu'on regarde les mêmes périmètres de charge, on regarde les mêmes données pour chaque service qui va répondre. Par contre, on prend bien sûr les données propres à chacun des services répondants. Donc il y avait un questionnaire assez dense, assez difficile à remplir, et on remercie vraiment beaucoup les services qui ont pris le temps de faire l'exercice parce qu'il était extrêmement long. Par ailleurs, c'était à la période de Noël, donc c'est vrai que c'était assez difficile. En tout cas, donc cette enquête qui nous a permis de récupérer toutes ces données et d'évaluer la notion de coût des adaptations au handicap de la prestation de service à la personne. Et puis une deuxième enquête qu'on a réalisée un tout petit peu plus tard, qui elle était moins sur la question de combien ça coûte, mais de combien vous le vendez. C'est-à-dire finalement pour la personne en situation de handicap, quels sont les prix qui lui sont proposés sur le terrain par les services prestataires et également comment les services prestataires reçoivent en tout cas la PCH. Et donc on a également enquêté sur le montant de PCH dans les départements. L'idée pour nous était là de regarder à la fois quel était sur le terrain le prix et donc de pouvoir confronter ce prix avec l'évaluation du coût qu'on a fait dans le cadre de la première enquête, mais aussi et surtout de regarder quel était le reste à charge pour les personnes handicapées, puisque c'est évidemment le souci premier qui était le nôtre. Voilà comment on a fonctionné. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Donc je vais aller, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, étape par étape. On s'est concentré, nous, sur le coût des caractéristiques handicap. C'est le rectangle violet que vous voyez apparaître là. Les caractéristiques handicap, qu'est-ce que c'est? Alors très facilement, on a pris en compte le référentiel de labellisation. On a regardé les différentes caractéristiques qui étaient à l'intérieur. On a identifié 15 caractéristiques dans lesquelles on a identifié 23 critères qui sont en fait des éléments de coût pour les services. Alors 23 critères qui ont une double particularité. La première, c'est que c'est des critères qui vont au-delà des exigences de l'agrément. L'agrément pose déjà un certain nombre d'obligations pour pouvoir gérer un service à la personne, pour pouvoir prester au domicile des publics fragiles. Et donc, nous, on a pris en compte que les critères qui ne sont pas inclus dans l'agrément,
mais qui sont uniquement des critères propres aux situations de handicap. Et puis, on a aussi, pour sélectionner ces caractéristiques et ces critères, évidemment, on n'a pas pu prendre en compte dans nos calculs les prestations plus, on les a appelées comme ça dans notre étude, c'est-à-dire les prestations qui vont au-delà encore des exigences contenues dans le référentiel que je citais précédemment. Exemple, un service qui fait 24 heures sur 24 de prestations, nous on n'a pas évalué cette prestation 24-24. Elle n'est pas dans les coûts de l'adaptation au handicap que vous avez dans le rectangle violet, elle est dans le rectangle jaune des prestations plus. Voilà, mémorisez bien ces strates parce que vous allez les retrouver régulièrement dans la présentation de ce matin, puisque petit à petit on va venir remplir les cases manquantes pour savoir finalement combien au final tout ça coûte pour mettre en œuvre une prestation adaptée au handicap. Donc nous on se concentre, je le redis, sur le coût, sur le rectangle violet pour le moment. Alors, d'abord de rappeler en termes de méthodologie que tous les résultats que je vais vous présenter, l'unité de mesure, si je puis dire, c'est l'heure facturée aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que très concrètement, toutes les charges qu'on a évaluées au sein des services prestataires, on les a ensuite rapportées à leur volume d'activité auprès des personnes handicapées. C'est-à-dire que les activités qu'ils ont auprès d'autres publics n'ont pas servi au calcul du coût horaire de l'adaptation. C'est vraiment concentré sur le public des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas être long, je ne vais donc pas vous rentrer complètement dans les détails, mais on avait évidemment donné une définition précise du public dont on parlait, de façon à ce que chaque service nous donne évidemment la population qui correspond bien et qu'on soit sur une population homogène. Ensuite, on a pris en compte deux notions. Alors c'est là que les choses vont se compliquer un tout petit peu dans le travail. Je vous ai parlé jusqu'à présent du coût des caractéristiques handicap. Donc les coûts des caractéristiques handicap, c'est très simple, c'est combien me coûte de faire une amplitude horaire de 6 h le matin à 23 h le soir. Combien me coûte le fait de devoir former 2 jours par an aux spécificités du handicap chacun des intervenants au domicile de personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc ça, c'est le coût qu'on a appelé le coût brut, pour le distinguer d'une autre notion, qui est celle de l'impact net. Alors, l'impact net, qu'est-ce que c'est ? C'est, avant de rentrer dans le processus de labellisation, c'est-à-dire avant de me mettre totalement au cordeau sur les adaptations aux caractéristiques handicap pour ma prestation, je formais mes intervenants, pour reprendre cet exemple, un jour par an pour chacun des intervenants. Bon. Donc je ne faisais pas les 2 jours, je les formais un jour par an. Bon. Oui, mais il faut 2 jours. Et donc l'impact net, c'est la différence entre cette exigence de 2 journées de formation, d'accord, et le fait qu'auparavant le service en réalisait déjà une. Et donc l'impact net, c'est la différence entre les deux, et donc c'est la journée supplémentaire que le service doit engager pour former les intervenants à domicile. En gros, la première journée de formation était déjà dans son coût de revient, mais là, pour s'adapter plus pleinement et pour répondre aux exigences du référentiel de labellisation, je dois rajouter une journée, je dois donc avoir des charges complémentaires par rapport à celles que j'avais précédemment. C'est la notion d'impact net. Ne vous inquiétez pas à ce stade si vous ne l'avez pas complètement maîtrisé cette notion, parce que je vois quelques sourcils qui se froncent. Vous inquiétez pas, on va évidemment dérouler ça encore plus en détail, on va rentrer avec des exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Et tout de suite avec un graphique, on retrouve le graphique de tout à l'heure. Vous vous souvenez que j'ai évoqué une deuxième enquête qu'on a faite autour du coût de revient pour les services avant qu'ils adaptent pleinement leur offre aux situations de handicap. Donc c'est un item qu'on aura tout à l'heure ici, c'est-à-dire avant d'adapter pleinement ma prestation, je faisais déjà des choses. J'évoquais à l'instant la question de la formation des intervenants. Je formais déjà un jour par an mes intervenants. Et donc tout ça est déjà dans mon coût de revient. L'impact net, c'est ce qui vient au-dessus, c'est-à-dire ce que je suis obligé de rajouter pour réussir pleinement à adapter ma prestation de service à la personne en situation de handicap. Dans le rapport, vous allez avoir toute une série d'informations qui serait évidemment trop long de présenter ce matin. Vous allez trouver le détail des caractéristiques handicap, des différents critères qui composent ces caractéristiques handicap qui nous ont servi de base pour périmétrer les charges prises en compte dans l'étude. Vous allez trouver les statistiques détaillées, je vous donnerai bien sûr tout à l'heure un exemple, mais toute une série de statistiques détaillées par groupe de services, puisqu'on a réparti les services qui nous ont répondu en 3 groupes, ça aussi je vais vous en parler. Vous trouverez des éclairages sur les facteurs impactant les coûts, des facteurs liés à l'organisation des services,
les facteurs liés à la composition de la population auprès de laquelle le service intervient. Un certain nombre de facteurs comme cela qui sont détaillés dans l'étude. Vous retrouvez toutes les données agrégées en famille de caractéristiques, je vais également vous en parler. Et puis enfin, vous trouverez la liste des écueils à éviter, parce que d'ores et déjà, vous comprenez que l'exercice est évidemment assez complexe et que les résultats auxquels on va parvenir, on va naturellement être amené à devoir simplifier les résultats pour qu'ils soient immédiatement compréhensibles. Mais derrière, il y a toute une complexité, il y a donc des écueils à éviter dans la manière d'interpréter les résultats. Mais ça aussi, je prendrai le temps d'en dire quelques mots à la fin de la présentation. Et puis enfin, vous trouverez bien sûr dans ce rapport tous les résultats chiffrés, permettant de dire à la fois quel est le coût brut et l'impact net de l'ensemble des caractéristiques handicap que nous avons retenues, et puis aussi de se faire une première idée du coût complet de la prestation de service à la personne en situation de handicap. Alors, je vais prendre comme exemple, pour illustrer la méthode que je viens d'employer, l'exemple de la formation. Je ne prends pas complètement cet exemple au hasard, c'est parce que c'est évidemment l'un des plus coûteux en termes d'adaptation aux spécificités du handicap. Donc pour chaque caractéristique handicap, vous aurez une définition des critères qui ont été retenus pour calculer les charges. Et vous aurez une règle de calcul détaillée qui vous précisera à la fois comment on a calculé, quelles sont les charges qu'on a retenues, comment on a éventuellement pondéré, comment on a déduit telle ou telle charge. Dans l'exemple de la formation, en termes de caractéristiques, la caractéristique c'est la formation continue des intervenants auprès de personnes en situation de handicap, une formation continue sur les spécificités du handicap. Les critères qui ont été retenus, alors dans cette caractéristique-ci, il n'y a qu'un critère, il y a d'autres caractéristiques dans lesquelles il peut y en avoir plusieurs. Le critère ici, c'est 2 jours de formation par an, par intervenant auprès de personnes handicapées. Comment on a calculé? Alors d'abord, dans l'enquête, on interrogeait les services sur bon, quand vous faites une formation pour les intervenants à domicile sur le handicap, combien ça vous coûte? Quel est le coût de la formation elle-même? Pas le coût du temps de travail des stagiaires, le coût de la formation auprès du prestataire de l'organisme de formation. Donc ils nous ont répondu et on est arrivé en moyenne à quelque chose qui est de l'ordre de 180 € par jour par intervenant. On a ensuite regardé les rémunérations. C'est-à-dire que les services nous ont donné en détail les rémunérations qui étaient les leurs, à la fois pour des intervenants diplômés, pour des intervenants non diplômés, et puis bien sûr pour l'ensemble des autres types de personnel qu'on peut avoir dans les services à la personne. On a pris le salaire horaire brut moyen de ces services, alors on l'a fait pour chaque service, et ensuite on a agrégé les données. On a regardé avec leur taux de cotisation patronale, dont je rappelle qu'ils ne sont pas les mêmes pour chacun des services, puisque une partie des exonérations de charges qui existent dans ce secteur dépendent du type d'activité qu'on peut avoir ou du type de prestation qu'on réalise, donc ils n'ont pas tous exactement les mêmes taux de charge. On a ensuite regardé quel était le nombre d'intervenants auprès de personnes handicapées. On a évidemment multiplié l'ensemble de ces éléments pour obtenir un volume de charge pour chaque service qui correspond bien à la caractéristique de la formation continue. Dans le cas de la formation, il y a une petite particularité, c'est qu'on a déduit néanmoins de ces charges celles qui étaient liées à la cotisation à la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a considéré que le fait de cotiser pour la formation professionnelle n'était pas lié à l'adaptation au handicap, n'était pas une spécificité, n'était pas lié à une caractéristique handicap. Donc ce coût-là, on considère qu'il rentre dans le coût de l'agrément, pour parler en termes génériques, le carré gris que vous aviez vu tout à l'heure et qu'on reverra un peu plus tard. Donc pour ne pas compter 2 fois cette charge, on l'a retiré dans l'exemple de la caractéristique formation, étant entendu que une partie de cette cotisation sert ensuite au plan de formation et donc en partie à la formation sur les spécificités du handicap. Voilà comment on a raisonné sur l'exemple de la formation. Et on a raisonné de la même manière pour chacune des 15 caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure. On aboutit ensuite, dans le rapport, pour chacune des caractéristiques, à un tableau comme celui que j'ai derrière moi. Sur celui-ci, je vais m'arrêter 1 ou 2 minutes pour vous le détailler. Et puis, évidemment, comme ça vous permettra dans le rapport de regarder les tableaux en ayant déjà une compréhension de la manière de le lire. Alors, d'abord, si on le regarde en colonne, vous avez 3 premières colonnes qui sont en fait les 3 groupes de services qu'on a identifiés. Alors on les a identifiés à partir de quel critère? Du critère du volume d'activité handicap. Pourquoi? Parce que on a observé dans cette enquête que les services qui ont l'activité la plus réduite en termes d'activité auprès de personnes handicapées sont souvent des services qui démarrent leur activité handicap et donc sont plus dans des logiques d'investissement que dans des logiques de fonctionnement au long cours d'une activité assise, rodée. À l'inverse, les services qui ont l'activité la plus importante sont souvent les services qui ont commencé il y a le plus longtemps à intervenir auprès des personnes handicapées. Donc on a distingué ces 3 groupes. Le premier, c'est les services qui facturent moins de 5000 heures par an
aux personnes en situation de handicap. Le deuxième groupe, ceux qui sont entre 5 000 et 13 000 heures. Et le dernier groupe, plus de 13 000 heures. Dans chaque groupe, il y a le même nombre de services, bien entendu. Et puis, vous avez une dernière colonne qui est tout simplement pour l'ensemble des répondants. Ensuite, on a, en termes de statistiques, donc cette fois-ci en ligne, retenu 3 statistiques que vous retrouvez à chaque fois dans le rapport pour chaque caractéristique. On a vraiment voulu une volonté de transparence pour donner les données dont nous disposions aux lecteurs. Alors, une première donnée qui est la médiane. Juste de rappeler, la médiane, ça veut dire que si je prends l'exemple ici du 59 centimes, et ben pour un service qui facture plus de 13 000 heures par an aux personnes en situation de handicap, eh bien, la moitié de ces services-là dépense moins de 59 centimes pour répondre à la caractéristique handicap sur la formation continue. La moitié dépense plus de 59 centimes. Ça, c'est la médiane. Ensuite, on a regardé la moyenne, mais honnêtement, c'est la statistique la moins intéressante parce qu'on va le voir un peu après. L'hétérogénéité des services fait que moyenner des coûts entre des services qui ont des différences, notamment d'activité si importantes, c'était un peu compliqué, mais on a quand même maintenu l'expression de cette moyenne qui, comparée à la médiane, permet aussi de se représenter un peu comment les services se distribuent. Et puis enfin, la moyenne pondérée, qui est la statistique qu'on va utiliser le plus fréquemment et qui va être notre fil conducteur pendant l'étude. Moyenne pondérée, je m'explique, ça signifie qu'on a pondéré les coûts de chacun des services par leur volume d'activité. Je vous disais tout à l'heure qu'on a observé pour les services qu'en fait il y a un cycle de développement autour de l'intervention auprès de personnes en situation de handicap. La pondération permet de donner plus de poids aux services qui ont déjà un volume d'activité plus important et qui ont déjà assis de manière plus stable leur fonctionnement et leur prestation auprès de personnes handicapées. Donc moyenne pondérée, ce qui fait que dans notre exemple de la formation, on arrive à 71 centimes pour la caractéristique formation continue, c'est-à-dire pour le critère des 2 jours par an par intervenant auprès de personnes handicapées, le coût brut moyen pondéré pour les services est de 71 centimes. Et donc on a procédé comme ça pour chacune des caractéristiques. Dans le rapport, vous verrez qu'on a classé les caractéristiques de la plus coûteuse à la moins coûteuse, la formation étant en termes de coût brut la deuxième plus importante. Vous verrez tout à l'heure quelle est la première. On est donc à 71 centimes. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact net. Alors l'impact net, comment a-t-on fait pour parvenir à le déterminer? On a demandé aux services dans l'enquête, on leur a posé la question, sur ce critère formation, où en étiez-vous avant de rentrer dans la démarche de labellisation? Autrement dit, est-ce que vous réalisiez aucune formation sur le handicap? Est-ce que vous réalisiez déjà 2 jours ou est-ce que vous étiez entre deux? Bon. 7% des services nous ont dit, moi je réalisais déjà les 2 jours de formation aux spécificités handicap des intervenants auprès de personnes handicapées. Une minorité des services, 7%. Pour cela, évidemment, l'impact net, il est égal à 0 €, puisqu'ils avaient déjà la totalité du coût brut avant d'entrer dans la démarche. Vous avez ceux qui réalisaient absolument pas de formation autour des questions de handicap. Ils sont 53% à être dans ce cas. Ça veut dire que pour eux, l'impact net pour leur service en termes de charge, il est totalement égal au coût brut de la caractéristique handicap. Et puis, il y a d'autres services qui soit réalisaient une journée, soit formaient que la moitié des intervenants ou un tiers des intervenants par roulement chaque année, etc. Donc ceux-là, ces 40% des services étaient en situation de réalisation partielle de la caractéristique. Et donc on leur demandait, bon, ok, vous le réalisiez partiellement, quel est le pourcentage de réalisation? Si par exemple le service formait tous ses intervenants 1 jour par an, alors son taux de réalisation était de 50%. Et dans ce cas-là, son impact net était égal à 50% du coût brut. Voilà la manière dont on passe du coût brut à l'impact net. On aboutit ensuite à nouveau à un tableau, le même que tout à l'heure. Je ne redétaille pas les différents groupes de services et la dernière colonne qui reprend l'ensemble des services qui nous ont répondu. On retrouve les 3 statistiques que j'ai évoquées tout à l'heure et donc notre moyenne pondérée qui est ici de 51 centimes. Donc dans l'exemple de la formation, le coût brut est de 71 centimes par heure facturé auprès des personnes, aux personnes en situation de handicap et l'impact net est de 51 centimes. L'écart entre les deux, c'est ce que les services faisaient déjà avant de rentrer dans la démarche d'adaptation de leurs prestations au handicap. Et vous voyez que tout à l'heure, le coût brut, c'était le deuxième plus important. Par contre, en termes d'impact net, cette caractéristique de la formation est la plus importante de toutes pour les services.
La formation est vraiment un sujet, on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure quand on va balayer les caractéristiques, mais c'est vraiment un sujet central qui mérite vraiment beaucoup d'attention de la part de l'ensemble des parties prenantes. Alors, avant de vous donner le détail des résultats, d'ailleurs le détail, je vais évidemment ramasser la présentation parce que le rapport est épais et il n'y en aurait pas assez d'une journée pour donner tous les résultats. Mais je vous propose de faire un détour par le profil des services qui nous ont répondu, de façon à comprendre quels sont ces services et de mieux interpréter les résultats auxquels on parvient. Alors d'abord, ce sont des services majoritairement agréés, puisque 80% des services qui nous répondent sont des services agréés par l'État. Et à l'inverse, les 20% restants sont les services autorisés par les conseils généraux. Ensuite, les services sont majoritairement des services qui relèvent de la convention collective, si on veut faire synthétique, la convention collective des entreprises commerciales. À l'inverse, 37% des répondants sont des structures à but non lucratif qui relèvent de la branche de l'aide à domicile et de l'autre convention collective. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce pourcentage que je vous donne là, c'est en termes de nombre de services. En revanche, quand on regarde le volume horaire, la proportion s'inverse. C'est important de l'avoir en tête parce que, compte tenu de l'unité de mesure que nous avons retenue, ça signifie que dans nos coûts finaux, ce qui pèse le plus, c'est l'impact de la convention collective de la branche de l'aide à domicile pour 73% des heures, quand 27% des heures sont prestées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective des entreprises. Ensuite, oui, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur, il faut absolument que vous preniez un micro, sinon les gens et le mettre en route. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réserver votre question pour la fin? Excusez-nous. Voilà, excusez-nous, mais pour le suivi sur le web, ça sera plus facile. Ok, je vous répondrai tout à l'heure. Donc voilà pour la convention, donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est majoritairement des heures réalisées dans le cadre de la convention collective de branche de l'aide à domicile. Ensuite, les services qui nous ont répondu, mais ça c'est pas une surprise, pour 56% d'entre eux, interviennent ou exclusivement ou majoritairement en milieu urbain. 44% interviennent de manière équilibrée entre le milieu urbain et le milieu rural. Aucun des services n'intervient majoritairement ou exclusivement en milieu rural. Ensuite, dans les différentes caractéristiques qui permettent de voir un peu à quel service on a affaire, pour les services qui ont répondu, en moyenne, l'activité handicap représente 24% de leur activité totale. C'est une moyenne. Si on compare avec les chiffres sur l'ensemble des services prestataires agréés, on est plutôt sur, on est plutôt sur de l'ordre de 4 à 5% du volume d'activité qui est dirigé auprès des personnes en situation de handicap. Là, on a donc des services qui ont une activité plus importante sur la question du handicap. Donc c'est des services qui évidemment, et c'est logique, c'est des services labellisés COP Andéo, ils sont dans des dynamiques d'investissement fort auprès des publics handicapés. Enfin, 75% des services ont moins de 15 300 heures facturées auprès des personnes handicapées par an. Et je vais vous donner plus de détails sur ces profils, enfin un peu les indicateurs habituels qu'on utilise pour qualifier les services. Je vais vous faire passer un graphique, là normalement vous faites des grands yeux avec des ronds, voilà, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc là aussi on va passer 30 secondes pour le détailler, mais c'est vraiment pour que vous gardiez en tête qui sont ces services qui nous ont répondu. Alors très concrètement, chaque bulle, vous l'avez compris, est un service à la personne qui a répondu à notre enquête et pour lequel on a pu exploiter les données. Plus la bulle est haute, plus le service est grand en termes de volume d'activité, tout public confondu. Ce qui veut dire que si je prends un exemple, celui qui se trouve tout en haut ici est un service qui réalise à peu près 1 500 000 heures par an, tout public confondu. A l'inverse, les services qui se trouvent ici sont plutôt entre 30 et 40 000 heures d'activité, tout public confondu, par an. Par ailleurs, les services, on a regardé la spécialisation handicap, si je puis dire. C'est-à-dire, plus le service est à droite, plus la part de son activité handicap est importante dans son activité totale. Là aussi, si je prends l'exemple de la valeur extrême qui se trouve en bas à droite, on voit que ce service, il ne fait que du handicap. A l'inverse, si je reprends mon service le plus grand, c'est un service qui n'est pas du tout spécialisé handicap, ou en tout cas bien moins que ceux qui se trouvent à sa droite, puisqu'il réalise à peu près 15% de ses heures auprès de personnes handicapées. Donc ça donne déjà une première idée de la diversité des services qui ont répondu à l'enquête. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a à chaque fois distingué 3 groupes de services pour pouvoir regarder où
comment se comportait chacun. J'ajoute que sur les 3 groupes, on peut les visualiser ici sur le graphique avec les traits en pointillés. Cette première ligne-ci qui est au-dessus permet de dire que tous ceux qui sont au-dessus de cette ligne sont en fait les services qui réalisent plus de 13 000 heures auprès de personnes handicapées par an. Ceux qui se trouvent en dessous de la ligne la plus basse sont ceux qui réalisent moins de 5 000 heures, et ceux qui sont entre les deux, ce sont donc ceux qui se trouvent ici, sont les services qui réalisent entre 5 et 13 000 heures auprès de personnes handicapées par an. Voilà, là vous avez une photographie, c'est la manière la plus simple, si je puis dire, qu'on a trouvé pour essayer de vous donner à voir ce qu'étaient ces services en termes de volume d'activité. Alors, la taille du cercle, j'en ai pas parlé, c'est le volume d'activité handicap. Donc évidemment, le service qui est tout là-haut, même s'il n'est pas spécialisé au même titre que ceux qui sont à droite, a néanmoins une des plus grosses activités handicap de l'ensemble de l'échantillon. Voilà. Alors une fois qu'on a regardé ça, on a vu un peu quelles étaient les caractéristiques des services. Il y a un petit peu plus de détails dans le rapport que ce que je présente là. Là, c'est l'essentiel pour comprendre les résultats. Alors les résultats, justement, on y vient. Alors ne croyez pas que je veux absolument ménager le suspense, pas du tout. Le but du jeu, c'est surtout qu'on comprenne bien tous de quoi on parle à la fin en termes de résultats, parce que c'est un sujet difficile, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet aussi sensible, donc il est important qu'on comprenne bien ce que signifient les résultats. Alors je vous rappelle juste qu'on a eu une démarche en 2 temps. Je vous disais, on a d'abord évalué le coût des caractéristiques handicap, et ça n'est qu'ensuite qu'on a regardé quel était le coût complet de la prestation de service à la personne auprès de personnes handicapées. Alors on va commencer par les caractéristiques handicap. Je vous ai donné l'exemple de la formation tout à l'heure, et maintenant on va regarder un peu toutes les caractéristiques. Il y en a 15, il y a 23 critères qui sont inclus dans ces 15 caractéristiques, et pour vous faciliter la lecture des résultats, on a regroupé ces caractéristiques en familles. On a mis 5 familles de caractéristiques qui sont homogènes en termes d'ampleur des coûts et impact qu'ils impliquent pour les services prestataires, et qui par ailleurs répondent à une attente particulière de l'utilisateur en situation de handicap, de l'utilisateur du service. Alors quelles sont ces familles ? La première, c'est celle qui tourne autour de la connaissance, la compréhension des spécificités du handicap. On retrouve dans cette famille de caractéristiques la caractéristique qu'on a tout à l'heure détaillée sur la formation continue des intervenants, qu'on retrouve ici. Vous avez tout ce qui est autour de l'échange entre les professionnels et l'analyse des pratiques. Et vous retrouvez également l'exigence d'un niveau de qualification des intervenants qui soit de 50%, c'est-à-dire que 50% des intervenants auprès de personnes handicapées soient diplômés. Parenthèse, vous voyez bien que c'est une exigence qui va au-delà de l'agrément. C'est la raison pour laquelle elle a été retenue dans l'évaluation que nous avons fait du coup. Une deuxième famille autour du respect du projet de vie de la personne, c'est-à-dire le service s'organise pour pouvoir répondre à la diversité des projets de vie qui vont lui être soumis et auxquels il va devoir participer pour concourir à leur mise en œuvre. Il y a là-dedans l'évaluation méthodique des besoins, c'est-à-dire l'obligation d'évaluer les besoins à domicile au cours d'une première visite. Il y a le remplacement dans l'heure, qui est une caractéristique importante dans les services, c'est-à-dire je dois ce matin, l'intervention est prévue à 6 heures, je travaille à 8 heures, l'intervenante est malade ce matin, le service s'organise pour pouvoir remplacer au plus tard à 7 heures l'intervenant de façon à ce que je puisse être à l'heure au travail. Donc le remplacement dans l'heure est dans cette notion de respect du projet de vie. De même, l'amplitude horaire. Si je prenais l'exemple du travail, ou bien profiter de loisirs en fin de journée, il faut que le service prestataire qui m'accompagne soit sur ces heures capable d'intervenir et de m'accompagner. Donc l'amplitude horaire de 6h à 23h, et puis le niveau des encadrants, puisque pour pouvoir correctement comprendre ce qu'est une situation de handicap, bien appréhender la dimension projet de vie, être capable d'adapter la prestation à ce projet de vie, il faut des intervenants qualifiés et donc l'exigence d'un niveau 3 de qualification pour les encadrants des services prestataires, enfin des équipes qui interviennent auprès de personnes handicapées. Troisième famille, la considération de la vie de la personne. Là, c'est l'idée qu'on associe la personne à l'amélioration de la qualité du service, soit par un dispositif collectif d'évaluation. Alors, dans le cadre du label Capandéo, c'est ce qu'on appelle les GLUS, les groupements locaux d'utilisateurs personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on réunit les utilisateurs pour parler avec eux de la qualité du service, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut mieux fonctionner. C'est le suivi régulier et le bilan annuel, et c'est évidemment un dispositif de contrôle interne qui permet de veiller à ce que les prestations se déroulent correctement autour de la sécurisation des prestations, essentiellement des problématiques de télégestion. Et puis enfin, pas tout à fait enfin, l'avant-dernière, c'est la garantie d'une intermédiation réussie, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans l'étude, on parle de caractéristiques handicap,
évidemment, si on a pu faire l'étude, c'est parce qu'on sait que les services mettent en œuvre effectivement ces caractéristiques handicap. Pourquoi on sait qu'elles le mettent en œuvre? Parce que ces services sont soumis à un audit de labellisation qui permet de le vérifier. Et à un suivi, une surveillance tout au long du temps où ils sont labellisés. Donc un processus de contrôle interne qui a un coût pour les services. Il y a un audit à réaliser, il y a pour certains un accompagnement qui se met en place, et puis il y a le droit d'usage du label. Et enfin, le lien avec les associations, c'est-à-dire répondre présent aux groupes de travail qui sont organisés par des pôles ressources locaux en DO, avec les différentes associations du handicap, également travailler au plan national, bref, être comme ça en lien avec les représentants des personnes handicapées. Et puis enfin, dernière famille, autour de l'accessibilité de l'information, où là on retrouve la notion de formation des personnes qui sont chargées de l'accueil des personnes dans les services, où on retrouve la notion d'adaptation des supports de communication, et enfin on a introduit dans cette famille le maillage médico-social. Alors l'idée c'est que pour que le service puisse correctement informer, orienter la personne en situation de handicap, ce qui lui est demandé dans les caractéristiques handicap, pour pouvoir l'orienter vers les bons interlocuteurs sur le terrain en fonction de ses besoins, il faut que le service ait déjà un bon maillage dans ce domaine, qu'il connaisse les partenaires, notamment du secteur médico-social, et qu'il soit capable de fait de faciliter le parcours de la personne handicapée en détenant la bonne information. Donc accessibilité de l'information. Voilà les 5 familles de caractéristiques sur lesquelles on va maintenant regarder quels sont les coûts. Alors, sur la connaissance, compréhension des spécificités du handicap, on retrouve la formation continue que j'ai déjà évoquée, donc je ne reprends pas ce sujet-là. On retrouve les temps d'échange et d'analyse des pratiques professionnelles qui ont un coût brut de 49 centimes et un impact net de 25 centimes. Vous avez compris que je ne vous refais pas le détail de comment on a calculé, tout ça est dans le rapport, ce serait beaucoup trop long. Donc là, je vous donne les résultats. Et la notion d'intervenant sélectionné, donc l'exigence notamment de qualification des intervenants, qui a un coût, et c'est celui-là, le coût le plus important, il est là, avec 79 centimes par heure facturés aux personnes en situation de handicap. En termes d'impact net, donc au total, cette famille, c'est 2 euros par heure, et son impact net est de 1 euro. La différence entre les deux, c'est toujours pareil, c'est ce que les services faisaient déjà auparavant et qui était déjà inclus dans leur coût de fonctionnement. Alors, sur cette famille, c'est la famille de caractéristiques qui est la plus coûteuse, à la fois en coût brut et en impact net. Alors pourquoi? On a quelques indicateurs, vous en trouverez beaucoup d'autres dans le rapport, mais évidemment, on parle là de réunion de service, on parle de temps d'analyse des pratiques, ça veut dire des temps travaillés rémunérés pour les intervenants au domicile, mais qui ne s'effectuent pas auprès des personnes en situation de handicap. Donc il y a des temps, alors anciennement on appelait ça de manière abominable les heures non productives, on sait tous que c'est exactement le contraire, c'est parce qu'on fait de l'analyse des pratiques, c'est parce qu'on fait des réunions de service qu'on est plus efficace, qu'on répond mieux à la demande, et ça correspond à peu près entre 1,8 et 2,5% d'équivalent temps plein, c'est temps passé au titre des caractéristiques handicap en dehors de la présence des utilisateurs ou des clients. La différence entre les deux, pour le 2,5%, c'est notamment pour les nouveaux intervenants auprès de personnes handicapées, puisque les services doivent avoir un accompagnement très proche des nouveaux intervenants, c'est-à-dire avec un entretien hebdomadaire pendant 6 mois avec le nouvel intervenant auprès de personnes en situation de handicap, ce qui évidemment accroît le temps dit non productif. Un effet sur les rémunérations, puisque l'exigence de qualification fait qu'effectivement, au lieu de rémunérer 100% de personnes non diplômées, il faut quand même que j'en rémunère au moins 50% de diplômés, et souvent plus en réalité dans les services, ce qui amène à un coût brut de 50 centimes. C'est-à-dire que le prix de cette exigence de qualification des intervenants, c'est 50 centimes d'euros par heure prestés auprès des personnes en situation de handicap. Là encore, vous trouverez dans le rapport des éléments détaillés sur les niveaux de rémunération dans les services qui nous ont répondu, avec des données extrêmement intéressantes. Deuxième famille, le respect du projet de vie. L'évaluation méthodique des besoins et la mise en œuvre du remplacement dans l'heure est autour de 40 centimes en termes de coût. En termes d'impact net, vous l'avez à côté, c'est 12 centimes. Alors, pourquoi cette différence d'ailleurs? Parce qu'en fait, beaucoup de services, je crois que c'est plus de 70% de mémoire, ça doit être 73% d'entre eux, effectuaient déjà ce remplacement dans l'heure. Simplement, ils n'étaient que 23% à le contractualiser dans le contrat de prestation avec l'utilisateur. Mais ils étaient déjà très nombreux à le faire. Donc, ils ont bien le coût. Par contre, en termes d'impact net, il était réduit puisqu'ils faisaient déjà ce remplacement dans l'heure. Vous avez ensuite sur les responsables compétents en matière de handicap, c'est la fameuse qualification de niveau 3 que j'évoquais tout à l'heure, donc qui a un coût brut de 33 centimes, un impact net de 4 centimes. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des situations,
les services avaient déjà des encadrants pour les équipes handicap qui étaient avec ce niveau de qualification. Et puis l'adaptation au projet de vie avec l'histoire de l'amplitude horaire de 6h à 23h. Alors, je m'arrête là-dessus 2 secondes parce que je sais que quand on voit 6 centimes pour la nuit, ça paraît très faible. Je vous explique pourquoi. Quand un service réalise 1 heure de nuit, ça ne coûte pas 6 centimes de plus que quand il fait une heure la journée. Hein. Bien sûr. Là, on est bien sur un rapport, c'est-à-dire je fais 1000 heures qui correspondent à du travail de nuit sur 10 000 heures d'intervention auprès de personnes handicapées. Le surcoût sur mes 1000 heures de nuit, nous l'avons rapporté sur les 10 000 heures prestées auprès de personnes handicapées. Hein. Donc évidemment, ça change forcément le montant. Mais notre objectif à nous, c'est bien d'évaluer un coût moyen pour l'ensemble de la prestation auprès de personnes handicapées. Ce qui fait que ce coût varie beaucoup selon la part que représente le travail de nuit dans l'activité du service. Et dans les services qui ont effectivement des interventions qui s'échelonnent donc entre 6h et 7h, entre 21h et 23h, ça va de 0,1% de leur activité à, pour un service, jusqu'à 54% de son activité qui est faite sur ces créneaux horaires-là. Évidemment, pour celui qui a la moitié de son activité qui se déroule durant des heures de nuit, le coût, il n'est pas de 6 centimes. Hein. On est plutôt entre 60 et 80 centimes de majoration moyenne du coût horaire pour les personnes en situation de handicap. Alors, on voit bien que là, on part d'un coût brut très élevé, c'est le plus élevé de toutes les familles, un impact net plutôt réduit, tout simplement parce qu'en fait, beaucoup de ces caractéristiques, les services les mettaient déjà en œuvre avant de rentrer dans le processus de labellisation. Je passe à la 3e famille, sur la considération de la vie de la personne. Alors, on retrouve le suivi régulier de la prestation, 15 centimes en coût brut, 8 centimes en impact net, le bilan annuel du projet d'intervention, on retrouve la sécurisation des prestations que j'évoquais tout à l'heure, essentiellement la problématique de la télégestion, et puis le dispositif d'évaluation collective de la qualité. Sur le suivi régulier de la prestation, il y a dans cette caractéristique 2 notions, c'est-à-dire que le suivi de la prestation n'est pas le même selon qu'on a affaire à un nouvel utilisateur au sein du service, c'est-à-dire qu'on commence une prestation auprès de la personne en situation de handicap, ou que c'est un ancien client. Dans le premier cas, l'exigence de suivi de la prestation est plus serrée puisqu'il faut rappeler l'utilisateur 5 jours après le début de la prestation, qu'ensuite il faut avoir des entretiens tous les 3 mois la première année avec la personne pour s'assurer que les choses se passent correctement, ce qui n'est pas la même chose pour des clients qui étaient déjà là l'année auparavant, pour lesquels on a un contact tous les 6 mois obligatoire pour veiller à ce que la prestation se déroule bien. Ce qui fait que le suivi régulier de la prestation, le coût brut, varie aussi selon le nombre de nouveaux clients que le service a eu dans l'année. C'est-à-dire plus un service a de nouveaux clients dans l'année, plus son coût brut du suivi régulier est évidemment important à supporter. Alors, et donc en faisant cette enquête, on a remarqué qu'en moyenne, pour les services qui nous ont répondu, sur l'année qui a été étudiée, 38% des utilisateurs en situation de handicap de ces services étaient en fait des nouveaux utilisateurs pour le service concerné. Pour certains, c'est moins, pour d'autres, c'est encore plus. Et évidemment, plus ce pourcentage est élevé, plus le coût du suivi est important. On retrouve là aussi une notion que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui est cette notion un peu d'investissement au moment du début du développement du service, qu'il faut pouvoir amortir sur le cycle, sur 3 ans à peu près. 4e famille, les garanties d'une intermédiation approfondie. Donc ça, c'est les processus d'audit, éventuellement d'accompagnement, le droit d'usage du label. C'est la participation aux réunions avec les associations du handicap. C'est de devenir un acteur finalement aussi du secteur du handicap. Donc c'est une famille de caractéristiques qui évidemment a un coût brut plutôt faible, un impact égal au coût brut puisque par définition, avant de rentrer dans la démarche de labellisation, ces coûts n'existent pas. Donc voilà, on est à 17 centimes au total. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'ailleurs la colonne impact net, c'est parce que c'est la même tout simplement. Enfin, dernière famille, l'accessibilité de l'information. On revoit les 3 caractéristiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Je ne redétaille pas et on est donc à 13 centimes de coût brut et 8 centimes d'impact net. Alors cette famille-ci a des caractéristiques coût brut plutôt faibles au regard des 2 premières familles notamment qu'on a pu voir. Le vrai impact là-dessus, il est surtout de la formation des personnels d'accueil et le tutorat qui est exigé quand une nouvelle personne est chargée de l'accueil, elle doit être tutorée. Pour les tutorer, pour se performer en termes d'accueil, d'écoute des personnes en situation de handicap. Et puis aussi une petite précision, c'est que les coûts sur les supports de communication adaptés ont été ici amortis sur 3 ans.
C'est-à-dire que le groupe d'experts qui a travaillé sur cette étude a considéré que ce n'est pas tous les ans qu'on refait évidemment les supports de communication, le livret d'accueil, le questionnaire de satisfaction, etc. Donc on se dit on le fait une fois tous les 3 ans et donc le coût complet a été divisé par 3 pour le prendre en compte sur une seule année. Voilà pour la dernière famille. Donc en ayant dit ça, on a balayé en termes de coût et d'impact toutes les familles. On retrouve ici, je ne veux pas détailler, c'est pareil, c'est un graphique que vous avez dans le rapport. Simplement, il est intéressant parce qu'il montre bien là où sont les coûts et impacts nets les plus forts, c'est-à-dire dans les 3 premières familles, les connaissances spécificités du handicap, le respect du projet de vie, la considération de la vie de la personne. Et on voit que les 2 autres familles sont moins impactantes. Et ça donne une bonne représentation de où se concentrent les coûts et où doit se concentrer l'attention de l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que les coûts soient bien reconnus, qu'ils soient bien pris en charge, de façon aussi à ce que les personnes en situation de handicap n'aient pas de reste à charge in fine dans le prix qu'ils ont, enfin dans le prix de la prestation. Alors, si on agrège tout ça, on arrive au résultat qui s'affiche ici. Vous avez en termes de coût brut une moyenne pondérée par l'activité de chacun des services qui est à peu près de 3,60 € par heure auprès de personnes handicapées. Un impact net qui est nettement inférieur, qui est environ d'1,50 € ou 1,60 €, 1,80 € pour l'impact net, c'est-à-dire un service aujourd'hui qui n'est pas encore complètement adapté au regard des caractéristiques que nous avons, nous, étudiées, et qui souhaite le faire en moyenne en termes de coût de revient, ça représente 1,80 € de plus en termes de coût de revient par heure presté auprès de personnes en situation de handicap. Évidemment, on sait tous que dans le secteur de l'aide à domicile, il n'y a pas de tarif unique, il n'y a pas d'homogénéité des organisations des services et c'est normal, a fortiori quand on demande à s'adapter, à individualiser la réponse. Et par conséquent, mettre une moyenne comme ça a un sens statistique, mais dans la réalité sur le terrain, il vaut mieux raisonner en termes de fourchette. Compte tenu de tout ce qui est contenu dans l'étude qu'on a réalisée, on arrive à l'idée que sur le coût brut des caractéristiques handicap, des 15 caractéristiques que j'ai mentionnées, pas des choses qui sont faites en plus, et pas de ce qui relève du fonctionnement ordinaire d'une prestation standard de service à la personne telle que l'agrément demande que les services la réalisent. On est dans cette fourchette de coût brut de 3 à 5 €. En termes d'impact net, on est dans une fourchette de 1,50 € à 3,50 €. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de services qui sont au-dessus de cette fourchette. J'y reviendrai tout à l'heure parce que cette fourchette est en réalité un minimum pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer. Mais voilà les 2 fourchettes sur lesquelles on arrive pour le coût brut des caractéristiques handicap. Alors vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai dit, on commence par regarder les caractéristiques handicap, on s'intéresse ensuite au coût complet de la prestation de service à la personne. Alors comment on a fait? Ah oui, pardon, j'oubliais un élément avant important. Sur les résultats, quand les services prestataires répondaient à notre questionnaire, quand ils étaient enfin arrivés au bout, qu'ils étaient très fatigués, apparaissait en bas du questionnaire le résultat pour leur service. C'est-à-dire qu'ils voyaient en direct le coût brut et l'impact net s'afficher pour leur service. On leur posait donc naturellement la question, et au fait, vous en pensez quoi? Parce que nous, on a travaillé sur une grille, on a fait ça avec plusieurs services d'horizons différents, de tailles différentes. Donc, a priori, on pense qu'on ne s'est pas trop trompé, mais vous, de votre place, quand on parle de votre service, vous en pensez quoi? Et au final, 80% des services répondent ou bien que le résultat est conforme à ce que eux-mêmes estimaient par ailleurs, avec leurs propres méthodes, avec leurs propres évaluations, ou bien que, le résultat, d'accord, mais vous êtes quand même un peu en dessous de la réalité. Voilà. Donc 80% des services disent c'est conforme ou un peu en dessous de la réalité. A l'inverse, 10% des services disaient vous êtes un peu au-dessus de la réalité pour ce qui me concerne. Et puis, vous avez un petit volant de 10% de services, 13% de services, qui n'ont pas répondu parce qu'ils disaient mais nous, on n'a pas eu l'occasion encore de se pencher sur cette question. On intervient auprès de personnes handicapées, on n'a pas regardé combien ça nous coûtait, donc on ne sait pas dire si l'évaluation que vous faites est plus importante ou moins importante que la réalité du coût qui est le nôtre. Mais c'est une minorité des services répondants. La grande majorité dit, et d'ailleurs pour le conforme, on est presque à 60% des services qui nous disent c'est conforme. Et 20% qui nous disent bon, vous êtes quand même un peu en dessous de la vérité. C'est important d'avoir ça en tête, et c'est aussi pour ça qu'on a parlé de fourchette. Parce qu'on ne prétend pas avoir là une donnée scientifiquement déterminée, vraie pour tout le monde. Pas du tout. On est sur un secteur où on sait que les choses sont évidemment éminemment plus complexes. Alors, j'en viens maintenant à la prestation complète de service à la personne.
on retrouve le graphique que vous avez vu tout à l'heure, que vous n'avez pas oublié, avec notre carré gris, qui est le coût de l'agrément, le carré violet, qui est celui des coûts qu'on vient d'évoquer, et le jaune au-dessus, qui est les prestations plus. On sait maintenant que le coût brut des caractéristiques est entre 3 à 5 euros par heure auprès de personnes handicapées. On sait également que l'impact net, il est de 1,5 à 3,5 euros. On sait aussi, je ne vous l'ai pas encore dit, mais par la deuxième enquête qu'on a réalisée, que le prix de vente auprès des personnes est en moyenne à 21,08 euros quand on inclut les frais de déplacement. Et donc évidemment la question qu'on se pose, mais au fait, l'agrément, lui, c'est-à-dire très concrètement, pour faire une prestation de service à la personne standard et respecter l'agrément, combien ça coûte ? Ça coûte 17,59, ça coûte 19,40, bref, on n'en sait rien. Et je vais vous dire, nous-mêmes, aujourd'hui, après avoir fait l'étude, on ne le sait toujours pas. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas notre objet. Nous, on n'est pas légitime pour aller se poser la question de savoir combien ça coûte de mettre en œuvre l'agrément. Ceci dit, on avait bien besoin, néanmoins, de poser une hypothèse pour pouvoir regarder quel pouvait être le coût complet de la prestation. Alors, on a raisonné en hypothèse. On s'est dit, bon, évidemment, dans notre secteur, la première référence qui vient en tête, c'est le tarif horaire de la PCH. Donc, comme ça, assez naturellement. Sauf qu'évidemment, on sait d'abord qu'il n'y a pas eu d'étude de coût préalable pour fixer le montant du tarif horaire de la PCH prestataire. Donc, bon, vous savez que c'est 170%, je crois, de la rémunération horaire brute d'une auxiliaire de vie sociale au cours de la première année d'intervention la concernant, bon, avec une ancienneté d'une année, que ce tarif est inférieur au prix de vente qu'on a observé, et par ailleurs qu'il est inférieur au tarif de la CNAV, qui est aujourd'hui en semaine à 19,40 euros, et qui, lui, pour le coup, alors on peut en sourire aujourd'hui, mais a fait l'objet d'une étude de coût à l'origine. Je crois que c'était à la fin des années 70, et qui ensuite a peu ou prou suivi l'évolution des rémunérations dans le secteur de la branche de l'aide à domicile, et qui, ces dernières années, a d'ailleurs été revalorisé bien plus que la valeur du point dans la branche de l'aide à domicile, puisque la valeur du point n'a pas bougé dans le secteur de l'aide à domicile depuis 2009. Comme la PCH d'ailleurs, puisque les deux sont liés. Alors on s'est dit, bon, ce 19,40, c'est un peu plus que la PCH, dont on a vu qu'a priori elle est quand même assez loin de couvrir le coût de l'agrément. Elle est quand même en dessous du prix de revient. Et comme dans le prix de revient, les services y mettent quand même les coûts liés à l'adaptation au handicap. On sait bien que le prix de revient à 21 euros, ce n'est pas que l'agrément, c'est aussi une partie des adaptations qu'ils ont réalisées pour répondre aux personnes handicapées. Bon, on s'est dit c'est un entre-deux, donc hypothèse, on prend le 19,40. Je redis, hypothèse. Nous, on prétend absolument pas que le coût de l'agrément soit 19,40 €. D'autres sont en train de travailler le sujet. Dans le cadre d'une étude nationale de coûts, ils y répondront à cette question et on verra bien quelle est la réalité. Mais pour nous, on s'en tient au 19,40, mais ayons bien à l'esprit qu'on est bien sur une hypothèse, parce que si ce n'est pas 19,40, mais que dans la réalité c'est 21 €, la fourchette finale que je vais vous présenter tout à l'heure, évidemment, elle est donc au-dessus de celle que je vous présente, par définition. Alors, on a eu deux approches pour évaluer ce coût de la prestation complète. La première qui a été de dire, bon ben, on prend notre coût de l'agrément, enfin notre hypothèse de coût de l'agrément, et puis on y ajoute le coût brut. Vous vous souvenez du graphique de tout à l'heure. Et puis on s'est dit, on va vérifier notre hypothèse avec une autre méthode, qui est de dire, bon, les services, ils ont aujourd'hui un coût de revient avant d'adapter pleinement leurs prestations qui, peu ou prou, doit couvrir, on espère, leurs charges. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas, puisqu'un certain nombre ont des difficultés économiques importantes. Mais on s'est dit, on va ajouter à ce prix de revient, à ce coût de revient pour eux avant labellisation, l'impact net qu'on a évalué avec eux. Et on va regarder si les deux montants sont proches. Alors c'est ce qu'on a fait dans l'exercice suivant. Vous retrouvez à nouveau le graphique qu'on a depuis le début. Vous avez ici le coût de l'agrément, puisque maintenant on a dit que c'était 19,40, donc ça c'est la nouveauté. Par contre, vous retrouvez le 3,60, 350, 357, peu importe, le 1,80, le 21,08, et puis les prestations plus au-dessus, sur lesquelles nous on n'ira jamais. Donc on n'a pas du tout chiffré ces prestations plus. Encore une fois, un service qui fait du 24-24 en mode prestataire, il va être évidemment au-dessus de notre fourchette. Ça va de soi.
Donc là, vous avez les éléments qui sont posés. Alors, avant de donner le résultat complet, mais vous pouvez faire l'addition vous-même, avant de faire ce coût complet, je fais un petit détour par le reste à charge pour les personnes en situation de handicap. C'est un élément extrêmement important puisque si on part sur l'hypothèse que le coût de l'agrément est à 19,40, la PCH, elle est à 17,59 €. Elle est à 17,59 €. Ce qui veut dire que, très concrètement, quand une personne en situation de handicap va payer 21,08 € en moyenne, la PCH ne prend que 17,59 €. On est là sur des tarifs semaines, hein, on n'est pas rentré dans le détail week-end, etc. Et donc, ce qui lui fait un reste à charge de près de 3,50 € par heure en moyenne. Quand on est sur des plans d'aide qui chiffrent en plusieurs dizaines d'heures d'intervention ou d'accompagnement, plusieurs centaines d'heures parfois, vous voyez bien à quel point les restes à charge peuvent être extrêmement importants. A fortiori auprès de personnes en situation de handicap qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont des ressources particulièrement faibles, en tout cas plus faibles que la population en général. Donc un reste à charge à 3,49 €. Ça, c'est le résultat de la deuxième enquête qu'on avait faite. Maintenant, en termes de prix complet de la prestation. Évidemment, si on additionne les deux, on est ici autour de 23 € en moyenne pour le coût complet de la prestation. Si on regarde de l'autre côté, on arrive à 22,88 €. Vous voyez qu'en termes d'ordre de grandeur, les écarts ne sont pas majeurs. Et donc, on est bien, là, on touche à une réalité concrète, économique, vécue par les services sur le terrain. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on préférait quand même raisonner en fourchette. Là, je suis obligé, compte tenu de l'agrément, du prix de vente, où on a une donnée moyenne, de vous mettre des moyennes. Mais je préfère les fourchettes parce qu'elles me paraissent beaucoup plus représenter la réalité vécue sur le terrain. Les voici. Je reprends mon coût d'agrément à 19,40 €. Je reprends les 3 à 5 € de coût brut. Je remets l'impact net pour information. Parce que ça, c'est le réel effort que les services ont à réaliser en moyenne pour vraiment être répondre pleinement aux 15 caractéristiques que j'évoque depuis le début de cette présentation. Et donc l'ensemble donne une fourchette comprise entre 22,40 € et 24,40 €. C'est une fourchette, c'est un minimum qui repose, je le redis, sur une hypothèse ici discutable. Bien. Je poursuis pour conclure en termes de préconisation. Je resynthétise juste les résultats en vous disant qu'on a vu la fourchette, 3 à 5 € pour le coût, avec une moyenne à 3,60 €. On a vu un impact net entre 1,50 € et 3,50 €, avec une moyenne à 1,80 €. Encore une fois, les moyennes pondérées, hein, quand on regarde les graphiques pour les services, c'est en fait ce vers quoi tend un service au fur et à mesure qu'il développe son activité, qu'il assoit son organisation, etc. Mais la fourchette concrète est entre 3 et 5 €, 1,5 et 3,5 €. Dans la fourchette, les services se déplacent. Plus j'ai de personnes très dépendantes, auprès desquelles j'interviens tard le soir et où il faut des remplacements dans l'heure, plus le coût est élevé et plus je suis dans le haut de la fourchette, voire même je peux la dépasser si j'ai vraiment très majoritairement des publics très dépendants, ce qui peut être le cas de services très spécialisés auprès de personnes très dépendantes. De même sur l'impact net. Le coût de la prestation, on vient de le dire, 22,40 à 24,40 avec une moyenne autour de 23 €. Sur la PCH et le reste à charge, je redis que nous avons un reste à charge moyen de 3,50 € par heure en semaine. Dans l'étude, on parle aussi le week-end où là on monte jusqu'à 7-8 €. Hein. Par ailleurs, ce sont des moyennes. Les écarts peuvent être nettement plus importants. Et c'est normal compte tenu des coûts auxquels les services ont à faire face. Le fait est que s'ils veulent effectivement proposer une offre de service, il faut que le prix de vente corresponde quand même à leur coût de revient. Des précautions. Alors, il y en a toute une série dans le rapport où on vous explique, avec ces fourchettes, ces données, tous les éléments de complexité, les éléments de finesse avec lesquels il faut manier les résultats. Bon. J'en ai retenu que 3 pour ce matin. La première, c'est que Andéo a publié un rapport sur la formation en début de cette année, sur la formation des intervenants professionnels, dans lequel était inscrit la notion qu'aujourd'hui tous les acteurs partagent de valorisation de ces métiers, de revalorisation des carrières et des rémunérations dans le secteur de l'aide à domicile. Il va de soi que notre fourchette à nous, elle s'appuie sur les rémunérations d'aujourd'hui, qui sont, dans la plupart des cas, le SMIC, éventuellement légèrement amélioré. Hein, vous avez les chiffres dans le rapport. Donc, si on devait effectivement revaloriser les rémunérations dans le secteur, et c'est souhaitable, hein, les acteurs qui avaient été réunis sur le rapport formation étaient unanimes sur le sujet, alors évidemment,
on est au-dessus de la fourchette que nous avons présentée, qui elle s'appuie sur des rémunérations d'intervenants d'aujourd'hui. Deuxième remarque, les coûts peuvent varier évidemment au-delà de la fourchette, d'une part parce que certains vont réaliser des prestations qui n'ont pas été évaluées dans le cadre des 15 caractéristiques handicap, et d'autre part parce qu'en fonction des publics accompagnés, des niveaux de dépendance de ces publics, du besoin ou de l'ampleur de l'accompagnement qui est nécessaire, des besoins de coordination avec d'autres intervenants au domicile, l'infirmière, un autre service médico-social, etc., les coûts peuvent être évidemment plus importants. Là, on est bien sur des moyennes, donc on est sur une fourchette minimum. Et puis enfin, bien sûr, tous les facteurs habituels de variation de coûts, mais là qui vont plus porter sur le coût de l'agrément que sur le coût des caractéristiques handicap, c'est-à-dire est-ce que j'ai beaucoup de déplacements à faire entre différents utilisateurs de mon service? Est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt à proximité, voire dans des appartements partagés? Est-ce que, etc. Et tout ça, évidemment, influe beaucoup aussi sur le coût de revient de la prestation. Pour finir, les 3 préconisations qui concluent l'étude. La première, c'est, bon, on a vu le coût de l'agrément, nous, on est sur une hypothèse. Donc il faut l'évaluer, ce coût de l'agrément. Naturellement, on attend beaucoup de l'étude nationale de coûts qui a été lancée là très récemment par la DGCS dans le cadre du comité national de pilotage de la refonte de l'aide à domicile. Pour répondre à cette question, est-ce que notre hypothèse comme ça de 19,40 est bonne ou au contraire, est-ce qu'on est au-dessus? Et puis quelle fourchette? Parce que là aussi, très probablement, il n'y aura pas une donnée unique pour chaque service, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais probablement des fourchettes. Deuxième élément, on l'a vu avec le reste à charge, qui, à un moment donné, obère la possibilité d'accéder au service ou de réaliser complètement le plan de compensation qui a été décidé par la CDAPH ou par la MDPH. Et donc là, sur cette notion, nous, on est assez attentifs à ce que va produire le groupe de travail qui vient d'être décidé à l'occasion du dernier CIH, enfin du premier et dernier CIH en date, c'est-à-dire le groupe de travail qui va être animé par François Chérec, qui doit réaliser des travaux fin de cette année, début de l'année prochaine, autour de l'accès aux droits sociaux des personnes handicapées. Et ce groupe doit notamment identifier les difficultés d'ordre financier, notamment, pour pouvoir accéder aux droits sociaux. Précisément, on trouve pertinent que cette question du reste à charge pour accéder aux services d'aide à domicile puisse être traitée aussi dans le cadre de ce groupe pour regarder finalement dans quelle mesure ce reste à charge aujourd'hui doit être absolument réduit. Et puis enfin, un dernier élément qui lui vient recoller avec les travaux en cours dans le cadre du comité national de pilotage de l'aide à domicile, c'est l'idée de pouvoir prolonger les travaux, parce que là en fait c'est un point de départ, de prolonger ces travaux pour regarder quels sont les facteurs de coût liés cette fois-ci aux difficultés rencontrées par les personnes dans la vie quotidienne, dans leur participation à la vie sociale et citoyenne, c'est-à-dire très concrètement de regarder quels sont les facteurs de coût. Par exemple, est-ce que c'est plus cher d'intervenir auprès d'une personne qui elle-même a plusieurs professionnels qui interviennent au domicile avec lesquels il faut se coordonner, plus cher qu'une personne chez qui on intervient pour aider à l'entretien du logement sans trop de prestations complémentaires. Voilà pour les travaux qu'on souhaiterait pouvoir prolonger par la suite. Et j'en ai terminé. Place à la discussion. Merci. Alors double merci Guillaume. D'abord pour la pédagogie que tu développes là, parce que c'est finalement une question assez compliquée et tu auras mis les moyens de nous permettre de comprendre le travail qui a été réalisé et y compris les limites de ce travail. Puis double remerciement puisque je surveille la pendule et on avait dit 1 heure et tu es resté dans l'heure, donc c'est très bien. Juste avant d'ouvrir la discussion, repréciser 1 ou 2 choses. Vous avez compris la démarche et le projet d'Andéo. Premier élément, les personnes en situation de handicap, pour pouvoir réaliser leur projet de vie et vivre le mieux possible à domicile, ont besoin de trouver des services qui soient adaptés et compétents. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le président l'a rappelé tout à l'heure, on a créé un référentiel. Parce que la qualité, ça peut être tout et n'importe quoi. Encore fallait-il se mettre d'accord sur, bon, qu'est-ce qu'on met après tout dans le panier de services. Et c'est bien la démarche que nous avons menée au cours de l'année 2010. Et M. Bridel le rappelait tout à l'heure, une démarche qu'on a essayé de faire la plus consensuelle possible en mettant autour de la table quasiment toutes les parties prenantes.
Première démarche. Alors, d'accord, on a défini la qualité, on a défini ce qui doit être dans le panier de services. On ne pouvait pas se désintéresser de la seconde question qui est celle de l'accessibilité à ces services. C'est pas le tout de faire des services qui sont bien adaptés, très compétents, etc. Si après, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas y accéder, on a fait un bel exercice, mais pas très efficient. Et c'est bien sur ce deuxième thème que nous avons souhaité abonder la réflexion. Et Guillaume l'a dit à plusieurs reprises, nous ne prétendons pas avoir fait le tour de la question. Nous ne prétendons pas que ce rapport est un rapport absolument final, etc. De notre point de vue, ça n'est qu'une contribution. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir des discussions sur cette question extrêmement importante qui conditionne la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap. Et donc voilà, c'est une contribution, elle a ses limites. On pourra au moins pas nous reprocher de ne pas avoir été transparent quant à la méthodologie, hein, vraiment, et vous le verrez encore mieux dans le rapport qui va vous être remis. Vraiment, vous avez tous les détails. On a été, j'allais dire, on a essayé d'être le plus clair possible sur l'algorithme, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire comment on a procédé, comment on arrive là. Et y compris en appelant l'attention sur un certain nombre d'écueils, comme Guillaume vient de le faire. Voilà. Donc je voulais, peut-être pour conclure la présentation et avant de vous donner la parole, préciser cet élément-là. Et à vous maintenant d'intervenir. Alors peut-être pour faciliter les échanges, alors toujours, comme on vous l'a dit tout à l'heure, emparez-vous d'un micro et veillez à ce qu'il soit allumé, et puis vous présentez. Merci à vous. Ça marche ? Noël Boutier de TSA Travail Social Actualité. Alors la question que j'avais posée et qui avait interrompu l'exposé assez brillant, c'était de savoir si, puisque vous parliez des deux conventions collectives services en gros lucratifs et d'un côté et de l'autre côté l'associatif, il me semble que c'est janvier 2013 que vous avez fait cette étude et c'est à ce moment-là, il me semble que la nouvelle convention collective s'est appliquée. Donc je ne sais pas si vous êtes tenu compte parce qu'en fait elle s'est mise en place, mais c'est mis en place très progressivement dans les associations. Donc je ne sais pas si les coûts que vous indiquez, c'est même si ça reste à mon avis la différence reste assez marginale. Ce qui m'a interrogé, moi, c'était le deuxième critère, là, le deuxième groupe de critères hein, qui s'appelle adaptation au projet de vie, je crois, un truc comme ça. Et en fait, le coût, l'impact net est assez faible. Je crois que c'est moins de 20 centimes. Et je me suis dit, donc ça veut dire que les services, globalement, répondent bien à la nécessité d'intégrer, enfin de respecter, voire d'accompagner le projet de vie des gens. C'est-à-dire que donc ce sera un point plutôt positif, si j'ai bien compris, enfin, l'interprétation qu'on peut en faire de ça. C'est pas pour un jugement de valeur, mais c'est quand même que d'un côté, il y a 80 centimes de coût brut et de l'autre côté, il y a 20 centimes de coût net, enfin d'impact net. Oui, alors quelle lecture vous faites un peu de ces différences entre les coûts bruts et l'impact net? Puisque je trouve que la méthode est très intéressante à ce niveau-là, c'est de mesurer ce qu'il faut faire et ce qui est déjà fait. Voilà pour l'instant. La question de la convention collective, vous avez raison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement anticipé dans l'évaluation des coûts concernant les entreprises commerciales la mise en œuvre de cette convention. Notamment sur le travail de nuit, il y avait un certain nombre d'éléments comme cela où on a en fait appliqué la convention collective comme s'il l'appliquait déjà depuis un certain temps. Ça, c'est le premier élément, c'était pour ne pas être trop en décalage au moment où on publierait l'étude et la réalité des services. Sur le respect du projet de vie lui-même, enfin sur cette famille de caractéristiques, effectivement, ce qu'on observe, c'est que pour les services qui ont répondu à l'enquête, qui sont, je rappelle, des services labellisés Capandéo, donc des services qui ont fait le cheminement de vouloir entrer dans la démarche, étaient des services qui, avant d'entrer dans cette démarche, étaient effectivement déjà bien en avance sur cette question d'adaptation autour de la question du projet de vie. Voilà, et c'est effectivement ce qu'on observe. Si je regarde, vous avez... voilà, sur l'évaluation, par exemple, des besoins à domicile, 3% des services n'évaluaient pas les besoins à domicile. 3%.
Bon, c'est marginal. C'est-à-dire que l'ensemble des autres le faisaient absolument, bien sûr. Donc c'est pourtant quelque chose qui peut avoir un coût brut, hein, le déplacement à domicile, le temps passé, les temps de rédaction, les bilans, etc. Mais de fait, c'est un impact net extrêmement réduit parce qu'en réalité, il le faisait déjà auparavant. Vous avez de même le remplacement dans l'heure que j'ai évoqué, qui est celui qui coûte le plus parce qu'on l'a évalué, nous, à partir de la mise en place d'un dispositif d'astreinte. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question avec les experts qui étaient dans le groupe, les responsables de service, hein, les gérants de service, les directeurs de service. On s'est dit, mais c'est quoi le meilleur dispositif qu'on peut prendre un peu standard pour pouvoir réaliser ce remplacement dans l'heure? Et tout le monde s'est accordé à dire, a priori, c'est le système de l'astreinte, c'est-à-dire qu'on est tombé sur l'idée que quand j'ai 15 intervenants sur le terrain, il faut que je prévoie d'avoir un intervenant en astreinte au cas où l'un des 15 serait absent de manière inattendue. Et donc pouvoir procéder à ce remplacement dans l'heure. Évidemment, l'astreinte, ça a un coût tout à fait significatif. Hein. Mais il se trouve que la plupart des services, hein, là je regardais, c'est 70% d'entre eux réalisaient déjà le remplacement dans l'heure. 50% totalement et 20% partiellement. C'est-à-dire qu'ils le faisaient quand ils pouvaient, je suppose, mais en tout cas, ils avaient déjà cette démarche-là. Donc en réalité, il n'y a que 30% des services qui ne faisaient absolument pas le remplacement dans l'heure. Je dis que, je ne devrais peut-être pas dire que, parce que 30% c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire pour une personne en situation de handicap qui a sur son territoire des services qui ne sont pas labellisés Capandéo, elle a quand même une chance sur 3 de tomber sur un service qui ne lui fera pas le remplacement dans l'heure. Hein. Ce qui est évidemment un vrai souci pour la personne en situation de handicap. Une fois qu'ils sont labellisés, qu'ils ont fait la démarche, évidemment, ils organisent ce remplacement dans l'heure avec la mise en place d'une astreinte le plus souvent. Donc effectivement, ce que vous dites est juste, et c'est pour ça qu'on évoquait la loi de 2002, mais pas seulement, mais c'est l'idée que tout cet état d'esprit de réponse individualisée, d'essayer d'adapter la réponse aux besoins de la personne à ses attentes, est quand même déjà bien imprégné dans la tête de beaucoup de services, en tout cas des services qui rentrent dans la démarche de labellisation Capandéo. Hein. C'est ça que ça révèle. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Il me semble qu'il y en avait une troisième, non? Je voulais compléter. Vous n'avez pas du tout introduit. Alors je sais que c'est un sujet qui fait polémique et que nous, quand on écrit le secteur lucratif, on a nos lecteurs lucratifs qui gueulent en disant mais on n'est pas là pour faire de l'argent. Malgré tout, ils sont quand même là dans une structure privée. Est-ce que vous avez fait un différentiel? Par exemple, le point 2 qui me semble pour moi un des plus importants, là, le respect du coût de la vie, le respect du projet de vie. Est-ce que vous avez fait vous avez comparé les résultats du secteur associatif et du secteur dit lucratif? Et alors, complémentairement à cette question, il y a un internaute qui pose la question. Quels sont les... Le micro est éteint. Il n'est pas allumé ? Ah, excusez-moi, oui. Complémentairement à votre question, monsieur, il y a un internaute qui pose cette question en disant quelles sont les actions menées auprès des conseils généraux au sujet des différences d'aide accordées selon que les personnes handicapées utilisent des services agréés ou des services autorisés. Alors, je te laisse oui. répondre. Alors, sur la première question, et je te laisse sur la seconde. Sur la première question, honnêtement, étudier les différences de coûts entre les deux conventions collectives, en réalité, c'est de ça dont on parle, impliquerait une étude à soi seule, parce que... donc c'est pas un sujet qu'on a travaillé nous, on ne s'est pas amusé à aller regarder les associations, elles sont plus chères ou elles sont pas plus chères, les entreprises, etc. Parce qu'en fait, dans la réalité concrète, il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, d'organisation, comment j'ai organisé mon accueil, comment j'ai organisé mes remplacements dans l'heure, etc., qui impactent tellement plus. Et puis les qualités du public auprès duquel on intervient qui jouent énormément sur les coûts de revient. Donc on ne s'est pas amusé à faire cette comparaison, ce n'était pas l'objet de notre étude, et ça nécessiterait une étude à part entière. Par ailleurs, on a observé qu'effectivement, comme c'est d'autres facteurs qui impactent, en réalité, vous pouvez avoir des services entreprises commerciales plus chers que des associations, inversement, enfin bref, vous avez absolument tous les cas de figure. Après, on pourrait aussi parler de fiscalité qui n'est pas la même. Tout ça nécessiterait effectivement d'être regardé dans le détail, c'est pas du tout l'objet de notre étude, donc on n'a pas traité ce point-là. Et donc pour revenir sur le traitement accordé, je dirais, par les conseils généraux, alors évidemment ce point-là n'a pas manqué d'apparaître dès, je crois, la première réunion que nous avons tenue avec le groupe expert que vous a présenté tout à l'heure Guillaume, la première réunion. On fait un peu un tour de table avec les directeurs de service en disant, bon alors dans votre département, comment ça se passe, etc. Et j'ai encore en mémoire, effectivement, un directeur de service moi dans mon département, le département dit c'est la PCH, toute la PCH, mais que la PCH. Bon.
et sa voisine, c'est une voisine d'à côté, dit moi dans mon département, en fait, je suis tarifé à 25,40 €. Alors bon, ça suffit évidemment à marquer les écarts qui peuvent exister aujourd'hui dans les pratiques, mais bon, on le découvre ici autour de la PCH et des réponses à apporter aux personnes en situation de handicap. On sait bien qu'en même temps, cette question-là ne se pose pas que pour les personnes en situation de handicap, ça concerne y compris les personnes âgées. J'ai envie de dire à cet internaute, écoutez, voilà, on vient de verser au débat un outil qui doit servir à objectiver autant que faire se peut les différentes caractéristiques et leur impact financier. On espère que ça va effectivement pouvoir permettre d'engager un débat, des discussions là-dessus. Et je redis, on ne prétend pas avoir fait le tour de la question. Certainement que ces travaux sont perfectibles, mais au moins, Andéo fait une première contribution, j'allais dire. D'autres questions, d'autres réflexions ici autour de la table, et je ne vois pas arriver de questions, mais il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors, vous trouverez dans le rapport, je vois qu'il y a une question. Oui. Donc Christine Louis-Guérin pour UNA. Moi, j'avais juste une interrogation parce que vous avez parlé d'un prix de vente à 21 € et d'un coût complet à 23 €. Du coup, ça fait une différence pour les structures. Est-ce que vous avez, par cette étude, eu connaissance de difficultés des structures justement qui s'engagent dans une activité qui leur tient à cœur, mais qui donc financièrement, apparemment, ne peuvent pas faire face aux coûts qui sont engendrés? Alors, il y a 3 éléments. Le premier, c'est des tensions dans les organisations des services. C'est-à-dire que pour réussir à contenir l'impact sur le prix du coût, chacun essaye de trouver les bons bouts de ficelle d'organisation, etc., qui permettent de faire un moindre coût. Avec tous les risques que cela peut représenter en termes de qualité finale. Mais il y a ce souci d'optimisation permanente, d'essayer de trouver entre deux solutions. Je prends celle qui est en même temps la moins chère et qui néanmoins garantit de respecter les caractéristiques handicap qu'on a évoquées jusqu'à présent. Le deuxième élément, c'est que notamment sur la question de la formation, par exemple, dont on a vu que c'est un coût extrêmement important, les directeurs, les responsables de service nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, mais la formation, on nous demande, et on a besoin de faire du prévisionnel sur la gestion des emplois et des compétences. On a donc besoin de se projeter dans le temps. Or, le financement de la formation, lui, nous impose d'être sans arrêt dans des recherches de financement particulières d'une année sur l'autre, d'être sans arrêt dans du montage de dossiers pour réussir à financer avec d'énormes incertitudes sur le fait d'avoir le financement ou de ne pas l'avoir, des arbitrages à réaliser, bref, un contexte de gestion extrêmement difficile pour eux sur un poste très important. Mais le fait est que quand ils obtiennent ces financements, principalement via les OPCA, mais pas seulement, ils vont aller répondre à des appels à projets de telle fondation, de tel autre organisme privé pour essayer de compléter les budgets formation. Et donc évidemment, quand ils réussissent à avoir ces recettes-là, ils ne traduisent pas dans le prix de vente le coût de la formation, d'où cet écart. Et puis le troisième élément, c'est bien sûr les difficultés économiques. C'est-à-dire que très concrètement, des services se trouvent à devoir, pour avoir de l'activité, être sur un coût inférieur à ce que leur coûte vraiment la mise en œuvre du dispositif. Et si, à la recherche d'un financement en dehors du prix de vente, ils ont un refus, le fait est qu'ils ont bien réalisé les prestations, qu'ils ont bien les charges qui vont avec, qu'ils ont formé les gens, mais s'ils n'ont pas les recettes sur lesquelles ils escomptaient, des écarts existent et des déséquilibres économiques peuvent exister. Et dans le secteur, on sait qu'ils sont importants. Alors moi je ne vois pas remonter d'autres questions du chat, mais alors je ne sais pas s'il y a un problème technique ou si nos internautes sont tellement abasourdis par la présentation de Guillaume que du coup ça leur coupe la parole, enfin l'écriture au moins. Non, je plaisante Guillaume, tu sais bien. Voilà. Monsieur Colas, la CNSA. Merci. Alors d'abord je voulais saluer la qualité de l'étude qui est au demeurant pas loin d'être une première dans le secteur, effectivement, tout à fait d'actualité. En revanche, j'avais une interrogation sur les modalités de
de calcul. Ce à quoi vous ne vous êtes pas risqué, vous nous laissez faire la soustraction pour calculer le reste à charge. Ah, j'ai bien compris. En revanche, vous ne prenez de base que le tarif PCH arrêté par le ministère à 17,59. Or, ce n'est pas le seul tarif de référence, puisque lorsque le service est agréé, c'est le service autorisé, et tarifé, c'est le service reconnu par le tarificateur, donc le président du Conseil général, qui est opposable, qui en général est plutôt au-dessus du tarif PCH. Et dans la mesure où vous avez pas loin de 70% en volume horaire, qui est votre facteur de pondération des heures, on peut supposer quand même que le reste à charge, il existe certes, mais il est moins important, voire beaucoup moins important que ce que l'on pourrait faire par une simple division entre le coût net, l'impact net, et les 17,59. C'est un élément de pondération qui me semblerait important au moins à mentionner. Alors ça me permet de faire une précision. Ça me permet de faire une précision qui est que ce reste à charge, c'est une moyenne des restes à charge observés dans les services. C'est-à-dire que ça n'est pas le résultat d'une simple soustraction entre un prix de vente moyen, c'est bien service par service. On leur a demandé, en fait, très concrètement, on a un tableau, où on leur a demandé quel est le montant de PCH dans votre département. Quel est votre prix de vente? On l'a fait d'ailleurs pour la semaine, pour le dimanche, etc. Là, on s'est tenu au chiffre de la semaine. Parce que comme on n'avait pas les pondérations d'activité week-end, dimanche, on n'a pas pu le faire. Mais peu importe. Et on arrive effectivement à ce reste à charge. Alors, la difficulté étant que ce reste à charge est effectivement soit pour les personnes handicapées, il peut le cas échéant être pour le département, pour les services autorisés, par ailleurs tarifés, et quand le département paye intégralement le tarif. Mais le reste à charge que vous avez là, c'est bien une moyenne qui est à partir de chacun des services où on leur a demandé comment êtes-vous traité en termes de PCH dans le département, en quelque sorte. Donc ça inclut les autorisés. C'est-à-dire qu'un autorisé qui a un tarif à 22 € et que le département lui paye 22 €, le reste à charge, il est 0 dans la moyenne. Et il y est dedans. Donc le 3,49, c'est vraiment une moyenne qui agrège à la fois des services pour lesquels il n'y a pas de reste à charge pour les raisons que vous avez évoquées à juste titre, et des services qui ont de reste à charge parce qu'ils ne sont pas autorisés, ou parce qu'ils ne sont pas tarifés, ou parce qu'ils ne sont pas payés à 100% de leur tarif par le département, parce que ces cas-là peuvent exister. Une question d'un internaute qui dit la question qui peut se poser serait de savoir si vos tarifs présentés sont toutes taxes comprises ou pas. Effectivement, vous l'avez dit, la fiscalité est différente entre le monde associatif et celui des entreprises, mais la TVA à 5,5 sur ces heures n'est pas négligeable malgré tout. Oui, très bonne question qui a fait l'objet de nombreux débats dans le groupe de travail. Je souris en regardant Franck Nataf qui a notamment intervenu sur le sujet. Pour ce qui est du prix de vente, on leur demandait effectivement TTC, c'est-à-dire que notre souci à nous était de se placer du point de vue de la personne en situation de handicap qui, elle, a de fait, étant le consommateur final, a payé la TVA. Donc on est bien sur du TTC. Là, sur le diapo, ça n'apparaît pas, mais dans l'étude, on le précise. Ouais. D'autres questions ? Alors c'est une question plus générale qui dépasse l'étude, mais est-ce que vous avez l'idée du nombre de structures en France qui, même marginalement, proposent des services d'accompagnement aux personnes handicapées? Est-ce que ça existe? Il y a une statistique qui existe, qui recense ça ou pas? On est dans le grand flou Je ne suis pas omniscient, mais à ma connaissance, non. Ce que l'on sait, c'est le nombre de services agréés. Mais comme ce nombre change tous les mois de manière extrêmement importante en progression, c'est un peu compliqué de le mémoriser, mais on doit être autour de, Julien, c'est 10-12 000 services agréés au plan national, mais ça ne veut pas dire qu'ils interviennent, d'abord, un, qu'ils sont agréés pour les publics handicapés, ils peuvent être agréés petite enfance, et deux, qu'ils ont effectivement des interventions auprès de personnes handicapées. Par contre, ce que l'on sait, c'est que sur l'ensemble du volume d'heures prestées par des services prestataires en France, tout public confondu, 4 à 5% de l'activité est réalisée auprès de personnes dites handicapées. Madame Joche, la NSP, vous avez des éléments là-dessus ou pas du tout? Il faut prendre un micro.
Alors, de tête, je ne peux pas vous donner des chiffres plus précis, sinon celui que vous avez cité, effectivement, de l'ordre de 4 à 5% sur l'ensemble, effectivement, des prestataires qui interviennent auprès du public fragile. Je pense que dans les mois qui viennent, il y aura certainement des éléments plus précis qui vont pouvoir être communiqués, puisque vous savez que les missions de l'agence sont intégrées à la DG6 et qu'un pôle observatoire doit se mettre en place dans les prochains mois, et que c'est une des préoccupations fortes, effectivement, du secteur service à la personne, et c'est porté par la DG6. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour cette précision. D'autres interventions ? Alors, j'essaye de rafraîchir mon écran pour voir apparaître normalement une question. Ah oui, et là, quelqu'un dit il faut savoir que dans certains départements, ce sont des CESU à 17,59 qui sont remis et il n'y a pas de réévaluation du Conseil général. Voilà, donc c'est plus, c'est pas une question, c'est une réflexion en forme de constat. Oui, je vous en prie. Une question, parce que vous avez parlé de votre volonté de prolonger les études, notamment sur le coût de la vie sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap. Moi, je le vois du point de vue du secteur non lucratif de l'aide à domicile, où il y a une vraie mobilisation qui est en cours sur l'accompagnement du handicap. Est-ce que vous avez le projet de reconduire cette étude et à quelle échéance? Parce que peut-être que là, on va avoir des structures qui vont s'engager justement dans la labellisation en DO et certaines structures qui vont partir de plus loin justement que les structures qui sont dans l'étude et pour lesquelles l'impact net était peut-être plus réduit. Mademoiselle, il vous a pas échappé qu'aujourd'hui, je suis épuisé. Hein. Épuisé. Hein. Alors, beaucoup par mon rhume, mais un peu quand même par l'étude. Et... non, et même si c'est Guillaume qui a fait une bonne partie du travail, mais aussi avec les directeurs des services du groupe expert, je ne sais pas répondre à votre question. On présente cette étude aujourd'hui et vous m'interrogez sur l'étape suivante de peut-être renouveler cette étude. Nous, on est vraiment à l'attente des travaux qui vont sortir concernant la partie grise. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de hasard dans le fait qu'il l'ait mis en gris. Voilà. Hein. On est évidemment très intéressé. Guillaume l'a dit, on ne s'est pas attaché à cette partie-là, considérant qu'on n'en avait pas la pleine légitimité, si je puis dire. On connaît un peu mieux les parties en couleur là, sur donc tout ce qui concerne les caractéristiques spécifiques au handicap. On les a quand même beaucoup travaillé, pas tout seul, avec plein de monde, mais voilà. On a fait le choix vraiment de dire on ne travaille pas, et je vais vous faire une confidence. Mon président ne répétera pas ça à ses administrateurs, mais initialement, dans nos premiers travaux, on avait même d'ailleurs complètement fait l'impasse sur la partie grise. C'est-à-dire que les premières présentations que nous avons faites à nos administrateurs, c'était uniquement, effectivement, pour résumer, le surcoût spécificité handicap. Et les administrateurs disent non, mais attendez, c'est bien votre truc, mais c'est pas complètement intéressant si au bout du compte, on ne sait pas combien coûte la prestation. Donc il faut quand même que vous nous mettiez quelque chose en dessous. Alors d'où le point d'interrogation, et on a été, je crois, suffisamment explicite aujourd'hui sur, ça reste pour nous un point d'interrogation. Donc, pour répondre à votre proposition, je dirais, nous pour l'instant, on est dans l'attente de ce qui va sortir du groupe de travail, des groupes de travail qui sont en place sur justement cette partie aujourd'hui grise sur notre schéma et sur lequel on a du mal à répondre. On n'a fait que des hypothèses. Alors, il y a une question également, c'est cette étude sera-t-elle mise à disposition des MDPH pour que les tarifications puissent être valorisées avec des arguments concrets auprès des services ? Alors nous, vous êtes ici les premiers destinataires et les premiers à bénéficier de cette présentation. Hein. Jusqu'à présent, on procède comme on procède toujours. Hein. On anime des groupes techniques, on produit un rapport, on le fait d'abord valider par notre conseil d'administration et tant qu'on n'a pas l'aval de notre conseil d'administration, on ne publie rien du tout.
Le conseil d'administration a examiné à 2 reprises, au mois de juillet et au mois de septembre, ce rapport, nous a donné son imprimatur. Et donc voilà, vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui qu'on fait la présentation pour la première fois de ce rapport. À partir de là, le rapport, il va être en ligne sur notre site internet. Nous, tout ce qu'on produit, on le fait figurer sur notre site internet. Donc, je ne sais même pas si Alexandre peut répondre, mais c'est peut-être même déjà, oui, on me fait signe que c'est déjà sur le site internet. Donc, vous pouvez parfaitement aller télécharger le rapport dans son intégralité, en allant sur www.andeo.fr. Donc, y compris auprès des MDPH, évidemment, en termes de diffusion, aucun problème. Juste, je voudrais faire une précision sur la question de la fourchette. J'ai bien dit tout à l'heure que c'était une fourchette minimum, compte tenu de tous les éléments que j'avais ajoutés. Vous pourriez reprendre le rapport de l'IGAS, qui date de 2010 maintenant, sur cette question de la tarification, et qui disait à un moment donné que pour lui, sur les services qui interviennent auprès de publics fragiles, et notamment les personnes en situation de handicap, ils sont en général au-dessus de 22 €, disait-il. Et finalement, les travaux qu'on a conduits 2 ans plus tard nous amènent à un résultat tout à fait concordant, peut-être légèrement supérieur parce que nous, on n'est vraiment que sur du public en situation de handicap, mais on est sur des résultats concordants. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous concluions cette rencontre ? Et nous sommes dans les temps, donc c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux redire, pour terminer, que c'est une contribution et on est évidemment ouvert aux critiques qui pourraient être faites sur la méthodo, enfin sur vraiment comment on peut améliorer les éléments figurant dans ce rapport. Je veux également préciser que la posture d'Andeo n'est pas de dire, voilà, maintenant on a déterminé une fourchette de prix, les pouvoirs publics, c'est maintenant à vous Non, notre posture n'est pas celle-ci. Dans les différentes caractéristiques, Guillaume a insisté à plusieurs reprises sur l'exemple de la formation, qui vient impacter de manière très significative sur le surcoût handicap. Moi, je renvoie à ce qui figure dans le rapport auquel a fait allusion tout à l'heure Guillaume, le rapport que nous avons publié en février dernier concernant la formation, et où dans les préconisations, c'est la préconisation numéro... Il y a 18 préconisations dans ce rapport. La préconisation numéro 16 qui dit prioriser les formations handicap dans les politiques de branche et les plans de formation. Si à un moment donné les commissions paritaires finalement prennent des décisions politiques en disant on considère que le handicap c'est une priorité et il faut vraiment qu'on flèche des crédits sur ce domaine-là, pouf, ça vient immédiatement impacter. Guillaume l'a signalé, dans les services que nous avons examinés, un certain nombre ont des impacts en termes de formation relativement faibles. Parce qu'ils ont su aller chercher des financements complémentaires auprès des régions, parce qu'ils flèchent une bonne partie de leur crédit, etc. Voilà. C'est simplement pour réinsister encore sur le fait que ce rapport, il a vraiment vocation à pouvoir ouvrir des débats, des discussions. C'est vraiment sa finalité. Voilà. Alors, j'ai un autre... Ah oui, alors, et une autre réflexion, c'est l'étude met en évidence un différentiel financier considérable entre le 17,59 et le réel. Qui a compétence à réévaluer les 17,59 ? Autrement dit, qui a compétence pour refixer un nouveau montant de PCH ? Moi, c'est comme ça que je comprends la question. Alors, on sait répondre à ça ? C'est l'État, il me semblait aussi. C'est M. Colas, CNSA, qui répond. C'est effectivement l'État qui fixe ce montant de PCH. D'un point de vue purement technique, c'est que réglementairement, le tarif PCH, ça pourrait d'ailleurs tout à fait être autrement. Mais aujourd'hui, et depuis le début, le tarif PCH est en fait lié au montant de rémunération brute, je le disais tout à l'heure, d'une auxiliaire de vie sociale dans la branche de l'aide à domicile. Donc, si la valeur du point dans cette branche ne bouge pas, le montant de la PCH lui-même ne bouge pas. En tout cas, pas automatiquement, sauf à ce qu'il y ait une décision de modifier son montant par un nouveau décret. Mais on est dans cette situation. Et comme la valeur du point dans la branche de l'aide à domicile n'a pas changé depuis 2009,
De fait, ça fait 4 ans que la PCH demeure à 17,59 €. Merci Guillaume pour cette précision. Je vous laisse le soin, mon cher président. De remercier donc tous ceux qui ont participé, puis les internautes. Et puis maintenant, il s'agit de faire vivre cette étude. Toutes les fédérations donc, qui sont membres du conseil d'administration, évidemment, s'approprient cette étude et vont pouvoir maintenant la diffuser très largement, que ce soit donc l'UNAPI, l'APF, la FEGAPI, la FISAF, toutes les associations maintenant vont pouvoir faire vivre cette étude. Et merci à Guillaume et au groupe expert d'avoir travaillé pendant quelques mois pour la réalisation de cette étude. Merci à vous.